S'en prennent maintenant à la Coupe du Monde 2014. Ils commencent déjà à s'en prendre à la Coupe des Confédérations. On a vu les images tout à l'heure. Une Coupe du Monde qui, je vous le rappelle, Jean-Claude Darmon nous le rappelle tout à l'heure, qui coûte 11 milliards d'euros, alors que le système éducatif et sanitaire reste à construire. Je vous propose tout de suite d'écouter ces réactions dans les rues de Sao Paulo, réactions recueillies par François Cardona. Ici, c'est le pays du football et du carnaval. Mais que devient le peuple? Il est où le peuple? Il vit dans la misère. L'année prochaine, c'est la Coupe du Monde. Tout le monde va venir ici. Alors il faut que les gens sachent comment c'est le Brésil, dans quel pays on vit. Il faut plus d'éducation. Avant d'investir dans le foot, avant de construire des stades, il faut construire un pays meilleur. Jean-Claude Darmon, est-ce que les stades seront remplis? Je rappelle quand même que le salaire moyen au Brésil, c'est de 250 $ par mois. Quel sera le prix du billet et est-ce que les Brésiliens vont pouvoir s'offrir un billet? Alors je ne sais pas si les Brésiliens pourront s'offrir un billet, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Brésil attend entre 370 à 400 000 personnes pour ces matchs, que chacun d'entre eux, je parle le public qui viendra de l'extérieur, dépensera grosso modo 4 000 € par tête. 4 000 $, pardon, je parle en dollars par tête. Et le Brésil a une culture du football telle que je vois mal la FIFA et le Brésil, parce qu'ils sont concernés, mettre un prix de place trop élevé. Ce serait criminel. Ce serait criminel. Un pays qui a inventé le football, lui donner des prix de place. Non, je pense que ça sera accessible et les stades, je suis archi sûr, seront pleins. Alors il y a cette question d'un internaute qui dit quel est l'impact de la Coupe du Monde dans un pays en développement avec les dépenses que cela nécessite. Parce que tout à l'heure vous nous expliquiez que justement qu'une Coupe du Monde ça rapporte à un pays, mais est-ce que ça ne rapporte pas différemment suivant qu'on est dans un pays industrialisé, suivant qu'on est dans un pays en voie de développement? Oui, parce que vous prenez des exemples qui sont l'exemple d'un côté l'Allemagne, d'un côté l'Afrique du Sud. L'Allemagne, je ne suis pas sûr qu'ils aient gagné beaucoup d'argent. J'en suis même archi sûr qu'ils n'ont pratiquement rien gagné, car ils ont tout misé sur l'image. L'image, l'industrie, le sérieux, etc. Tout est fait, c'est très scientifique en quelque sorte. Pas l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a joué au maximum et a gagné, je crois, quelque chose comme 11 milliards, dont 6 milliards de travaux. Voilà. Donc c'est pas le même enjeu. On l'a vu pour la Coupe d'Afrique des Nations aussi. C'est pas parce le que même enjeu. l'Angola, on a construit des stades magnifiques où on les a rénovés. Je ne pense pas que ça a apporté grand-chose à la population angolaise. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Quand on s'adresse à des pays comme l'Angola et qu'on demande de faire un effort aussi énorme avec les recettes qui sont malheureusement pas aussi importantes, c'est vrai que c'est pas adapté. Mais méfiez-vous, en France ça existe aussi. Hein. En France, ils viennent de faire un stade au Mans extraordinaire et l'équipe est en liquidation en 3e division. Donc c'est bien de tirer sur l'Angola, mais on n'est pas meilleur chez nous. Hein. Non, mais je pense qu'il y a plus d'intérêt économique au Brésil qu'il y en aurait en Allemagne, ou en Angleterre ou en France. Rappelez-nous, vous nous disiez tout à l'heure, 11 milliards d'euros investis, ça va rapporter combien au Brésil, vous disiez? Au Brésil, ça va rapporter entre les JO et la Coupe du Monde 12 à 15 milliards minimum. D'accord, évidemment, sans compter en recettes, évidemment. Hein. Alors, justement, Stéphane Witkowski, il y a aussi la question de la corruption qui se pose. Parce que savoir, est-ce que cet argent va bénéficier à la population brésilienne? Justement, ces 15 milliards d'euros que le Brésil va récolter. C'est un problème qui est généralement évoqué par les manifestants et qui effectivement est lié à des problèmes d'infrastructure, d'appel d'offres, notamment dans le bâtiment travaux publics. Et quand vous avez effectivement certains symboles qui choquent la population brésilienne, sont assez significatifs. Dans l'état de Bahia, par exemple, il y a depuis quelques années un projet qui est toujours en attente, qui n'avance pas, d'un transport aérien urbain qui n'avance pas. Et parallèlement, ils voient le stade qui se développe parallèlement pour la Coupe du Monde. Et donc du coup, beaucoup de Brésiliens se disent, mais pourquoi on fait deux poids, deux mesures? Pourquoi est-ce que les vrais besoins ne sont pas satisfaits? Donc la corruption est généralisée, mais ce qui est intéressant, c'est que le phénomène concerne toute la classe politique brésilienne. C'est-à-dire que ce n'est pas un message contre Dilma Rousseff particulièrement,
à la différence de ce qu'on peut voir en Turquie, mais c'est contre parce toute que souvent la classe sur les réseaux politique. sociaux, ils font, et d'ailleurs on peut le voir, parce que vous faites ce parallèle avec la Turquie, on en parlera tout à l'heure avec Karim Yayaoui, on voit sur les pancartes, en tout cas à Brasilia et à Rio de Janeiro, nous sommes turcs aussi, nous sommes ils font un comparatif avec ce qui se passe actuellement en Turquie sur la place Taksim. Deux différences fondamentales. La première, c'est que les manifestations sont contre Erdogan personnellement. Ce n'est pas uniquement le cas concernant Dilma Rousseff, c'est toute la classe politique qui est concernée. Et la deuxième grande différence, c'est un État fédéral. Et donc, État par État, les revendications sont extrêmement différentes d'un État à un autre. Et comme vous le disiez, les revendications sont extrêmement hétéroclites. C'est le pain, feijão, arroz, tomates. Ouais, alors les tomates, justement, Cynthia Cardozo, les tomates, j'ai vu. Voilà. Inflation, 6,5% l'inflation. J'ai vu que le prix de la tomate, excusez-moi d'être très concrète, mais le prix de la tomate au mois d'avril, et oui, Jean-Claude Darmon, a augmenté de 125%. Justement, pour l'anecdote, ma mère est venue en France passer des vacances, elle m'a dit qu'elle rapporterait des tomates aux Brésiliens comme du cadeau parce que c'était tellement cher au Brésil qu'elle achèterait des tomates à offrir. C'est vrai que c'est hallucinant, les tomates, le riz, les haricots noirs qui sont la base de plats brésiliens de tous les jours. Donc ça a une inflation très très importante. Et ça aussi, on voit dans les manifestations, les gens contre les prix de la tomate, les prix du riz, le coût de la vie et aussi la question politique que vous avez évoquée tout à l'heure. Ils disent qu'en fait, la classe politique ne le représente plus. En fait, ils ne se reconnaissent plus dans cette classe politique. C'est terrible pour le Parti des travailleurs quand même, parce que Lula, c'était quand même le représentant quand même pour le de Parti cette classe moyenne, et de cette classe populaire. Et pour tous les partis confondus. La grande difficulté de Dilma Rousseff, c'est que c'était totalement inattendu. Deuxièmement, elle n'a pas d'interlocuteur. Elle n'a pas de chef en face, elle n'a pas de personnalité avec qui elle peut discuter. Et 3, satisfaire quelles revendications ? Parce que ça concerne absolument tout. Enfin, le message politique, à mon avis, n'est pas très bon. Les préoccupations environnementales, sociétales, le mouvement des indignés, le problème effectivement du coût de la vie, les transports, l'éducation, la santé, tous les sujets. Donc, comment répondre à de telles attentes extrêmement diversifiées et en plus sur l'ensemble du territoire avec des États extrêmement différents, sans aucune coordination. Avec qui elle doit parler, justement. C'est ça le problème. C'est pour ça que le mouvement, à mon avis, va s'inscrire dans le temps, parce qu'il est sur le fond des problèmes. La difficulté de la succession de Lula, c'est que Lula ne s'est jamais attaqué à la corruption locale. Il a posé le Brésil sur les tables des négociations internationales. Le Brésil a pris la lumière du monde, mais il ne s'est jamais attaqué à la corruption locale, qui a donc perduré et Dilma Rousseff en hérite. Et on le voit là dans l'attribution des marchés. Effectivement, cette corruption motive essentiellement les gens de la rue qui disent maintenant ça suffit. Et quand on parle du profit de cette Coupe du Monde, encore une fois, dans des pays comme le Brésil, qui sont des pays en développement, ce profit ne retombe pas dans la manne de cette classe moyenne. C'est pas vrai. Quand on voit l'attribution des marchés, quand on est... encore une fois, je soutiens ces clients français ou internationaux qui viennent sur ces appels d'offres qui concernent directement la Coupe du Monde. Il y a une répartition des marchés, comme on peut trouver ici. Donc il y a une corruption qui est égale à celle qu'on peut retrouver en Europe sur les grands chantiers. Maintenant, l'effet immédiat n'est pas perçu par l'homme et la femme de la rue. Alors à terme, ça le sera, parce que effectivement, ça donne des coups de pouce aux tramways, aux métros, aux aéroports qui sont aujourd'hui complètement saturés, complètement obsolètes. Donc à terme, la population bénéficiera. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Laissez-moi vous donner une information qui est très importante. Les dépenses des 11 milliards du Brésil, c'est les stades de 3,5 milliards. C'est la mobilité urbaine pour un montant de 4,3 milliards. C'est les aéroports, 3,4 milliards. C'est la sécurité, 960 millions. C'est les ports, 350 millions. Et les télécommunications pour 200 millions. Donc ça, c'est pas du football. Le football, je répète, c'est 3,5 milliards. Et derrière, il y a toutes les infrastructures qui vont avec le football, qui sont le prétexte au football. Bien sûr. Il faut qu'on l'admette. De toute façon, les ports, c'est important. C'est pas fait pour que ça dure la Coupe du Monde, c'est-à-dire que ça dure un mois. C'est pas vrai. Ça a duré 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc je dis que ce que n'a pas fait
ce gouvernement, et le gouvernement de Lula aussi, évidemment, c'était attaqué à rien ou pas grand-chose, et qu'aujourd'hui, le prétexte de la Coupe du Monde fait qu'on ressort tout et on fait digérer aux Brésiliens des dépenses. Vous êtes dur quand même avec le président Lula, mais j'aurais que vous réagissiez, justement, je vous poserai la question. Jean-Claude Darmon a cet internaute qui dit « Coupe du Monde 2010, 2,2 milliards de bénéfices pour la FIFA et 0,7 milliards d'euros de pertes pour les Africains du Sud ». Honnêtement, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Non, ces chiffres-là sont... non, je n'y crois pas. Et quand on pense FIFA, je ne veux pas les défendre, mais quand on pense FIFA, on pense football mondial. Attention, la FIFA est obligée de redistribuer à toutes les fédérations mondiales, les plus pauvres. En Afrique, par exemple, il y a des subventions énormes de la FIFA. Stéphane Witkowski, justement, sur ce que disait Jean-Claude Darmon, finalement, il y a un ressentiment aussi de la population parce que ces années Lula n'ont pas été si, entre guillemets, miraculeuses que cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a quand même eu un miracle économique, quand même. On ne dirait pas de miracle économique brésilien. 8% en tout cas de croissance, 40 millions de Brésiliens qui ont rejoint la classe moyenne. Non, c'est ça, mais je veux dire une transformation profonde du pays qui a été maintenue pendant une quinzaine d'années avec une continuité de la politique économique qui avait été déjà initiée par le prédécesseur Fernando Henrique Cardoso, qui a été amplifiée par Lula avec des programmes sociaux absolument considérables. Quand vous évoquez les 30 millions qui ont quitté véritablement l'extrême pauvreté pour accéder à la société moyenne brésilienne, qui représente quand même 110 millions de personnes. Et ces 30 millions de Brésiliens qui ont un salaire moyen d'environ 6 000 reais, qui est quand même pas... C'est l'équivalent de quoi, 250 $? À peu près, pour une équivalence à 2,93, pratiquement, on peut diviser par 3, c'est à peu près aux alentours de 2 000 €, si on peut simplifier. Mais cette population-là représente 40% de la consommation brésilienne. Donc ça, c'est un vrai changement, de vrais changements structurels en termes de consommation. Mais effectivement, comme ça avait été évoqué tout à l'heure, depuis quelques années, cette population-là a perdu en termes de pouvoir d'achat, et donc ce sont eux qui se révoltent. Parce qu'ils ont eu ces acquis sociaux, ils ne les ont plus, et ce sont le cœur de cible de ces manifestations, de 250 à 300 000 personnes, sur malgré tout, il faut quand même aussi relativiser dans l'ensemble, de 195 millions de Brésiliens aussi. Donc il faut rapporter aussi le rapport des choses, avec évidemment des phénomènes évoqués, des réseaux sociaux qui sont extraordinairement actifs. On va en parler dans un instant avec Karim Yayaoui. Dans un instant. Sortent totalement des schémas traditionnels avec les partis politiques et les syndicats. Cynthia Cardoso, on en parlait tout à l'heure du système de santé, on parlait également du système éducatif. Dans quel état est-il aujourd'hui au Brésil? Ça, c'est une question. Comme la classe moyenne qui accède, il continue, il paye des impôts, il y a beaucoup d'impôts, impôts sur le revenu. Et maintenant, ils veulent voir les fruits de ces impôts dans leur vie quotidienne. Donc, on voit un hôpital public au Brésil, par exemple, pour certaines spécialités, il faut prendre le rendez-vous avec 6 mois d'avance parce qu'il n'y a pas assez de médecins pour des maladies graves comme le cancer ou autres maladies. En école publique, c'est pareil, le système éducatif, disons maternelle, école élémentaire et collège, dans le système public, c'est aussi un panne. Les salaires des professeurs sont très bas, les professeurs sont démotivés et le niveau de l'éducation, c'est vraiment au plus bas. Et ça n'a pas évolué malgré la croissance économique, l'éducation, ça n'a pas évolué, n'a pas accompagné. Il faut peut-être donner quelques chiffres qui sont très évocateurs. Vous avez un SMIC à 678 reais, c'est un SMIC fédéral, ça va aller 300 € à peu près. Vous avez une consulte mensuelle, vous avez une consultation chez un généraliste qui peut être de 300 €. Ah oui, non mais c'est important de mettre ça en perspective pour comprendre pourquoi, certes, la population moyenne a augmenté, se sent plus à l'aise pour accéder à la propriété, consommer, etc. Enfin, les soins sont extrêmement chers. Ce qui est extrêmement cher, c'est les médicaments au Brésil. Et si vous prenez un cadre moyen, on le voit dans l'embauche des expatriés ou des ingénieurs, vivre à São Paulo et vivre à Rio, c'est 15% plus cher qu'à Paris. C'est l'une des villes les plus chères au monde, il me semble. Oui, alors, vous avez eu un classement que les loyers mondial. Ont explosé. Alors les loyers effectivement de bureaux, c'est la 3e ville la plus chère au monde. Rio est la 3e ville la plus chère au monde pour les loyers de bureaux. Et essayez de trouver un logement à peu près décent à São Paulo ou à Rio, qui sont quand même les 2 villes attractives économiquement, c'est extrêmement cher. Donc vous avez une frange de la population qui accède à cela, qui a un salaire d'ailleurs assez conséquent et qui vit très bien à São Paulo et à Rio, même si c'est une ville un peu chère. Et puis vous avez toute cette classe qu'on retrouve encore une fois dans la rue, qui n'a pas accès à cela.
et qui souffre aujourd'hui très fortement et qui saisit cette opportunité de lumière qui est mise à travers les Jeux, la Coupe du Monde, etc. Enfin, c'est très légitime, c'est logique. Même ceux qui sont plus aisés, ils se sentent doublement taxés parce qu'ils doivent payer tout en privé, l'école, la santé, et en plus payer les impôts, et en plus, donc ils se sentent aussi doublement la critique lésés. populiste, elle est facile. Bien sûr, on n'a pas de métro et tout d'un coup, on va avoir un stade flambant neuf. Où va notre argent ? Et pourquoi cet argent va là ? Il y a un décalage du discours complet, je suis d'accord avec vous, il y a un problème didactique et de communication en disant que ce n'est pas l'argent public qui va forcément permettre la rénovation du stade, c'est un autre type de financement. Mais encore une fois, la réaction, à mon avis, est ancrée dans le temps, d'autant qu'à mon avis, le message politique est pas bien mené, si je peux me permettre, c'est que la réaction de la présidente du Brésil est très légère, en disant, vous l'avez entendu, oui, c'était incroyable parce qu'elle dit, c'est extraordinaire, le peuple en famille est dans la rue rue avec des drapeaux blancs. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a été beaucoup plus violent que ça. Je trouve que son analyse et le message donné au peuple se veut apaisant, mais est très en deçà de la réalité. Et de l'autre extrême, vous avez le coup de force mené par la police militaire, qui lui, coup de force, est, à mon avis, totalement démesuré. Tout ça va inciter les personnes à grossir les rangs qui sont déjà dans la rue. Un rapide tour de table avant de nous quitter, Stéphane Witkowski. Est-ce que vous croyez à un réveil du Brésil? On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. On l'a vu également dans les manifestations, les gens qui appellent au réveil aujourd'hui du Brésil. Est-ce qu'il y a le réveil du pays? Un réveil de la classe sociale brésilienne qui effectivement, parce que le Brésil est déjà émergé et est déjà réveillé depuis pas mal de temps. Donc la difficulté pour la présidente Dilma Rousseff, c'est plutôt de trouver effectivement la bonne réponse, elle est totalement est-ce qu'elle n'est pas à côté de la plaque, là, comme le disait à l'instant Charles-Henri? Elle a demandé à revoir Lula, justement, pour essayer d'avoir une véritable concertation, pour essayer de savoir comment on peut faire une réponse. Elle a eu un discours modéré et relativement conciliateur, mais effectivement, il n'y a pas de réponse idéale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement eu des événements policiers, mais c'est quand même un pays qui a une tradition pacifique historique. Aucune révolution au Brésil, alors que c'est une société très inégalitaire. Ils ne sont pas tout à fait d'accord, là, les gens qui sont autour de vous. Il n'y a jamais eu de révolution au Brésil. C'est la société la plus inégalitaire au monde. Il n'y a jamais eu de révolution. C'est un miracle. Ça, c'est le miracle brésilien. Ça, c'est le miracle brésilien. Proclamation d'indépendance, pas de violence. Proclamation de la République, pas de violence. Pas de grande marche à la chinoise. Ça, c'est jamais le cas au Brésil. Il y a eu des grandes protestations gigantesques dans le pays. Diretas já, au moment du retour de la démocratie, contre Collor, contre le FMI, il y a eu des gigantesques mondiales au moment de toujours pacifique. Contre le FMI, ce qui est quand même le monde à l'envers, quand on sait que maintenant, c'est le Brésil qui prête au FMI. Cynthia Cardoso avait l'air sceptique aussi sur ce que vous disiez. Oui, bon, pacifique. Bon, c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas la même tradition de la France d'être toujours dans les rues, d'être toujours, même quand on voit notre voisin, l'Argentine, d'être toujours présent dans les manifestations. Mais dire que c'est une société tout à fait pacifique, bon, on voit la réaction de la police. On a quand même vécu 25 ans de dictature, une dictature assez dure, même si on ne parle pas autant que la dictature argentine, c'était une dictature assez dure. Donc, c'est pas tout à fait une société pacifique. Et c'est vrai que peut-être maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ça, donc ça aide justement tous ces... Bon, alors Jean-Claude Darmon, lui, nous promet peut-être une affiche France-Brésil et... voilà, sait-on jamais. Sait-on jamais. Voilà. En tout cas, ça donnera peut-être un souffle au Brésil si le Brésil gagne, parce qu'en effet, en 98, ça a donné, et à la France aussi. Mais en tout cas, quand le Brésil a gagné en 98, voilà, tout le monde a besoin, les Brésiliens et les Français, d'un nouveau souffle. C'est quotidien. Merci à tous les quatre. Et oui, c'est la France qui a gagné en 98, on n'a pas dit le contraire. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Et on va le poursuivre d'ailleurs avec Karim Yayaoui. Justement, les réseaux sociaux, ils sont à fond justement sur ces manifestations au Brésil. Et il y a même, Jean-Claude Darmon, justement plusieurs joueurs de football brésiliens qui ont apporté leur soutien aux manifestants. Alors c'est ce que nous expliquent certains sites d'information. Plusieurs joueurs qui ont évolué dans l'équipe nationale brésilienne ou qui évoluent encore. Felipe Melo, qui joue du côté de Galatasaray aujourd'hui, qui utilise les mêmes hashtags que les Brésiliens, O Gigante Acordo, je crois qu'on peut traduire ça par le grand réveil. C'est un des termes les plus utilisés sur les réseaux sociaux brésiliens. Sur son compte Instagram, il a même publié cette image où il fustige la corruption qui frappe
le pays, en quelque sorte. Donc des messages assez politiques de la part de ce joueur de football. Du côté de David Luiz, un autre joueur brésilien, eh bien, pareil, un message où il souhaite le meilleur pour le Brésil. Dani Alves, même tonalité. Ces deux joueurs qui expliquent qu'ils sont pour des manifestations, mais évidemment des manifestations pacifiques. Et puis pour sortir du monde du football, Felipe Massa, qui est un coureur de Formule 1, exactement, qui dit qu'il est uni avec le peuple brésilien et qu'il souhaite lui aussi le meilleur pour le Brésil. Alors on s'aperçoit qu'un certain nombre de sportifs, même ceux qui sont directement concernés par la Coupe du Monde, soutiennent cette population brésilienne, en tout cas cette partie des Brésiliens qui est descendue dans la rue. Alors des Brésiliens qui sont soutenus par des joueurs de foot, qui sont soutenus par des coureurs automobiles, mais qui sont soutenus également... Par qui? Par les Anonymous. Alors, ce n'est pas très étonnant. Beaucoup, d'ailleurs, de ces manifestants portaient ce fameux masque, le masque de Guy Fawkes, qui est devenu un petit peu l'emblème des Anonymous, ces hackers aux contours un petit peu flous, qui sont très actifs. Je vous montre le site de Anonymous Brésil, où on trouve un certain nombre d'informations, des vidéos, des appels au boycott. Anonymous qui explique qu'ils ont hacké le compte Instagram de Dilma Rousseff, qu'ils ont aussi hacké un autre compte, un compte Twitter, celui de la revue, d'une revue célèbre du côté de Sao Paulo, qui titre un très grand nombre d'exemplaires. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a une certaine méfiance vis-à-vis des médias. La presse brésilienne se faisait l'écho d'un épisode. Un journaliste qui s'appelle Caco Barcelos a été tout simplement évacué d'une manifestation. Une dizaine de manifestants considéraient que c'était un menteur, un manipulateur. Mais si on parle d'un journaliste, ou plutôt d'une journaliste, c'est plutôt de cette femme qui est aujourd'hui le symbole des violences policières. C'est une journaliste... Donc pas si pacifique que ça, ces manifestations. Pas si pacifique que ça. Tout à l'heure, parce que c'est Cynthia Cardoso qui a acquiescé. Alors, cette jeune femme raconte dans un documentaire de 12 minutes qu'on trouve sur YouTube que, d'après elle, elle est journaliste pour un journal de Sao Paulo, ces policiers avaient l'air totalement pas préparés et qu'ils usaient d'une violence totalement disproportionnée. Donc ça, c'est ce témoignage qu'on retrouve sur YouTube et sur le site Big Brother du Monde qui évoque justement ces violences policières. Il y en a un qui s'en prend plein la figure, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Claude Darmon, c'est le président de la FIFA, Sepp Blatter, qui a eu une phrase malheureuse. Alors, cette phrase, le football est plus fort que l'insatisfaction des gens. Évidemment, ça suscite énormément de réactions sur les réseaux sociaux, en France comme au Brésil. Sur son compte Twitter, Mathieu évoque le mépris de Sepp Blatter. Sur cette autre page qui est un blog, le football remplace-t-il toujours le pain au Brésil? Eh bien, Blatter le croit. À ce tweet du côté du Brésil de João Batista Coelho qui parle de honte pour Sepp Blatter, et puis ce dernier tweet de Tudinho qui renvoie en quelque sorte Sepp Blatter aux dérives finalement de la FIFA, qui a été parfois frappée par des affaires de corruption. Et puis je vais vous montrer cette image parce que même si Sepp Blatter explique que finalement il va y avoir des retombées positives, eh bien une bonne partie des Brésiliens considèrent que ce ne sera pas forcément le cas. Ces infrastructures, ces routes, ce n'est peut-être pas suffisant. Beaucoup appellent au boycott dans les manifestations et sur les réseaux sociaux. Et alors, il y a un comparatif, on en parlait là aussi tout à l'heure, entre ces manifestations au Brésil et ce qui se passe actuellement en Turquie et Solidarité, We Are All Taksim. Exactement, cette comparaison, les manifestants eux-mêmes la font en quelque sorte du côté de Sao Paulo avec cette pancarte où on peut lire « Nous sommes tous des manifestants de Taksim » et plus bas, du côté d'Istanbul, « Nous sommes tous des manifestants de Sao Paulo ». Alors évidemment, beaucoup de médias ont fait ce parallèle, mais il faut tout de même être relativement prudent sur cette question. Daniel Schneiderman, sur le site Arrêt sur Image, se pose la question, est-ce que finalement tous ces indignés sont les mêmes? Alors c'est vrai que dans la façon d'investir les réseaux sociaux, d'organiser les manifestations, il y a énormément de choses en commun, mais on ne peut pas superposer les indignés brésiliens et les indignés turcs, parce que les revendications, si elles sont plurielles des deux côtés, restent très différentes. Elles sont profondément économiques et sociales du côté du Brésil. Elles sont peut-être un petit peu plus complexes du côté de la Turquie et plus politiques du côté de la Turquie. Au Premier ministre sociétal, turc, on peut Erdogan. dire. Merci beaucoup Karim, 21h15, vous pouvez retrouver la chronique de Karim Yayaoui. Merci à vous d'avoir participé à ce débat, à vous quatre, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée, demain vous retrouverez à cette même place Gauthier Ribinski, à bientôt.